Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir, bonheur comme toujours de vous retrouver sur la matinale 5 sur 7 matin que vous propose la télévision nationale. Vous connaissez le programme, ça se passe tous les jours entre 7h et 9h, 6h et 8h en temps universel. Et comme toujours avec moi sur le plateau de 5 sur 7 matin au démarrage, Marcel Arossi. Marcel, bonjour. Herman, bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir une fois encore de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. Entièrement partagé ce plaisir. Alors si vous êtes, mesdames et messieurs, un habitué de véhicules de transport à chauffeur, notamment avec l'application Nyango, vous avez sans doute déjà constaté qu'elle est en cessation d'activité depuis quelques jours. Injonction lui est faite par la direction des transports terrestres et aériens qui fait remarquer qu'elle exerce en toute illégalité. Pour comprendre le fond du dossier, nous serons avec le directeur des transports terrestres et aériens. Il nous dira si oui ou non Nyango est arrivé au Bénin par effraction. Mais attention, elle n'est pas la seule pointée à l'index. Gozem est aussi dans le viseur des pouvoirs publics. Que leur reproche-t-on? Restez avec nous pour tout savoir. Et si vous avez déjà eu envie, une idée de génie même, j'allais dire, et que vous aimeriez transformer en entreprise, peut-être que vous avez déjà franchi le pas, mais que vous vous sentez un peu perdu face aux démarches administratives et aux défis de la création d'entreprise, eh bien, dans cette émission, nous allons vous guider à travers toutes les étapes de la création de votre entreprise, de l'idée initiale à la formalisation de votre structure. Nous vous donnons des conseils pratiques, des témoignages d'entrepreneurs et des outils à vous aider. Pour vous aider, j'allais dire, à concrétiser votre projet, ce sera dans la chronique économie. À suivre dans le forum de discussion, une réflexion sur la corruption. Elle reste et demeure un fléau dans notre société, bien qu'elle soit décriée et qu'elle passe pour l'anti-valeur absolue, eh bien, elle demeure un fait de société à la peau dure. Elle empêche, en effet, le mérite de prévaloir et fait de l'argent à tout prix le principe structurant des relations humaines. Refuser la corruption aujourd'hui, eh bien, c'est être perçu comme hors sol et prendre le risque de se voir mettre à l'écart, au placard. C'est être un imbécile qui marche sur la tête aussi parce que le prochain, le plus immédiat, lui, va l'accepter, en profiter, puis en faire profiter sa famille et son clan. Eh bien, le Bénin, à travers la volonté des pouvoirs publics et la mise en place du Haut Commissariat à la lutte contre la corruption, tente de changer la donne. Elle met l'accent sur la moralisation de la vie publique par l'éducation de toutes les couches. Les jeunes surtout, parviendra-t-elle? Dans quelle proportion? La société est-elle programmée pour comprendre l'enjeu? Eh bien, nous faisons le débat. Tout de suite, le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, une signature de Marcel Arossi, le bulletin d'information. Donc, dans cette première édition de la journée, ils sont deux et proviennent de deux pays différents, mais pour une mission identique. Un envoyé spécial du roi d'Eswatini et un envoyé de Djibouti sont arrivés au Bénin avec des messages à l'endroit du chef de l'État, Patrice Talon. Pour leur accueil, le ministre des Affaires étrangères, Adjadi Olusegun Bakari. Deux audiences, deux messages. Et un après-midi qui illustre le dynamisme des relations internationales du Bénin. Olusegun Bakari a accueilli l'envoyé spécial du roi d'Eswatini, Buthelezi Fila Wiseman, également ministre de la fonction publique de ce royaume d'Afrique australe. Portant un message personnel du roi Mswati III à l'attention du président Patrice Talon, l'émissaire a profité de cette audience pour discuter des relations bilatérales entre le Bénin et Eswatini. Les deux parties ont évoqué la solidité de leurs liens diplomatiques et exploré les perspectives pour renforcer leur coopération. À sa suite, une autre audience, cette fois avec Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale en République de Djibouti. L'émissaire djiboutien, porteur lui aussi d'un message spécial pour le président Patrice Talon, a également saisi cette opportunité pour discuter de sujets d'intérêt commun en vue du renforcement des liens d'amitié et de coopération. Les relations entre le Bénin et la République de Djibouti sont excellentes. Elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent de plusieurs décennies déjà. Nous espérons beaucoup des renforcements des relations actuelles par rapport au futur. Mais je suis venu ici aujourd'hui dans cette belle ville de Cotonou pour d'abord remettre un message à au président Patrice Talon, président de la République du Bénin. Un message qui m'a été remis par son homologue et frère, président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti.
Les perspectives sont prometteuses pour l'ensemble des pays. Nous avons discuté avec les ministres des Affaires étrangères sur beaucoup de domaines que nous puissions exceller en matière de coopération. Cotonou s'affirme comme un acteur clé dans la coopération et le dialogue interafricain. Cap à présent sur la Haute Cour de justice à Porto Novo, la présidente a reçu en audience lundi dernier le nouvel ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin. La coopération bilatérale entre le Bénin et l'UE dure depuis 1960 et l'hôte de Dandy Yamou est bien décidé à l'accentuer dans les domaines de la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité transnationale. Suivant les explications de Stéphane Monde à sa sortie d'audience. Je suis encore dans une série de visites de courtoisie que j'effectue auprès des autorités béninoises. Je suis arrivé au Bénin le 1er septembre dernier et j'ai eu l'occasion de remettre mes lettres de créance à son Excellence le Président de la République le 14 novembre dernier. Et donc je dois d'abord aller à la rencontre des autorités béninoises. Elles sont mes premiers interlocuteurs. Et bien entendu, dans un pays, la justice est un élément clé de l'État. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai effectué une série de visites dans ce domaine. Et ici, écoutez, j'ai tout simplement échangé avec la présidente de la Haute Cour de justice. Je lui ai un petit peu présenté les grandes lignes de la politique de l'Union européenne en termes de partenariat. L'Union européenne est un partenaire très ancien, historique du Bénin, puisque elle est présente depuis 1960 ici. Dans le secteur de la justice, l'Union européenne n'est plus présente d'un point de vue bilatéral Bénin-Union européenne, mais est beaucoup présente par contre dans des programmes régionaux, donc en matière de lutte contre la cybercriminalité et aussi la lutte contre la criminalité transnationale. Donc la présidente de la Haute Cour m'a présenté son institution et elle m'a aussi fait part des souhaits, notamment en matière de formation. Donc voilà, ce sont des éléments avec lesquels je repars pour l'évoquer avec mes autorités à Bruxelles. Du côté de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 3 audiences ont eu lieu ce lundi. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu à son cabinet 2 délégations, mais aussi le directeur national du village d'enfants SOS. Celui-ci est allé s'entretenir avec Edouard Loko pour l'obtention de l'agrément d'une radio en phase d'expérimentation installée à Dassazouma. Suivant. Outre son volet prise en charge des enfants, SOS Village d'enfants a fait son entrée dans le monde des médias avec l'installation d'une station radio à Dassazouma. Avoir le soutien du président de la HAC et surtout un agrément, ce sont les raisons qui justifient cette audience. Comme vous le savez, nous nous occupons d'enfants et de jeunes privés de prise en charge parentale adaptée. Il s'agit de 11 800 enfants et jeunes orphelins, abandonnés, qui, grâce à la radio, peuvent développer l'estime de soi, la confiance en soi et devenir des membres à part entière de la société béninoise. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'expérimentation et nous sommes venus voir avec Monsieur le Président de la HAC les conditions à remplir pour pouvoir signer l'agrément. Deuxième hôte, la nouvelle ambassadrice de la France près le Bénin. Entre autres sujets abordés avec le président de la HAC, la formation des hommes des médias. Nous avons longuement parlé aussi de formation des journalistes, et notamment avec Canal France International, CFI, qui appartient au groupe France Média Monde. Vous connaissez RFI, France 24 et CFI. Nous avons parlé aussi de lutte contre la désinformation et échangé à ce sujet. Puis nous avons enfin abordé le rôle de la HAC au moment de la campagne électorale, puisque ça m'intéressait, venant d'arriver, de comprendre un petit peu quelles étaient les missions et le rôle de la HAC. Les questions de formation ont aussi alimenté les discussions avec la délégation de l'UNESTIC, l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. La HAC, c'est l'institution qui régule tout ce qui est communication au Bénin. C'est normal qu'une école qui forme les journalistes, les communicateurs, puisse être très proche de cette institution pour que dès même l'entrée des étudiants dans cette institution, les rubriques, les choses les plus banales, par exemple, concernant le métier, et tout ce qui se fait, ce qui se dit à la HAC, on puisse informer les apprenants. C'est important, très important,
de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour que ce soit demain des meilleurs communicateurs pour le développement. Le tandem HAC-UNESTIC entend aussi élaborer les meilleurs programmes à dispenser pour des journalistes et communicateurs bien préparés à la vie professionnelle. Nous restons à la HAC où son président, le président de la HAC et son équipe s'activent pour la couverture professionnelle inclusive de l'un des événements culturels majeurs au Bénin. Les Vodun Days 2025 sont prévus pour se tenir du 9 au 11 janvier prochain pour les organes de presse, les producteurs de contenu audiovisuel et les blogueurs désireux de prendre part à cette activité. À cette célébration, les demandes d'accréditation sont ouvertes avec un quota strict. Les précisions avec Patrick Diossou. À Ouida, les 9, 10 et 11 janvier 2025 auront lieu les Vodun Days et chacun s'apprête. Du côté de la presse, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, invite par son président les responsables d'organes de presse, de structures de production de contenu audiovisuel, images, films et documentaires désireux de couvrir les manifestations à requérir et quérir les accréditations de leurs représentants. Chaque responsable d'organes de presse et de blog est autorisé à désigner au plus 2 membres de sa structure, tandis que ceux des structures de production de contenu audiovisuel sont autorisés à désigner 4 membres. Les demandes d'accréditation doivent être envoyées au plus tard le mardi 17 décembre 2024 via le formulaire en ligne disponible à l'adresse https://bit.ly/VD accréditation. Il est impérieux donc pour la presse de se presser pour obtenir son accréditation. Quand l'enfant naît, le cercle de famille applaudit à grands cris, dit-on. Quand ils sont 5 enfants qui naissent au même moment, cet événement rare peut être aussi joyeux. Dans le département de la Donga, une femme a donné naissance à 5 bébés à la fois à l'hôpital Ordre de Malte de Djougou aujourd'hui, mardi 10 décembre 2024. Que dis-je? La maman et tous les enfants se portent très bien selon les informations reçues de l'hôpital. Le monde peut mettre fin au sida pour autant que les droits de toutes et tous soient protégés. Décembre, mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida, nous y attachons également du prix. Suivons le chemin des droits. Notre santé, nos droits, c'est le thème qui focalise l'attention cette année. Le dossier santé de ce mardi explique le thème choisi pour cette 36e édition et son intérêt. Le VIH-Sida demeure un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Malgré des progrès considérables réalisés dans la prévention, le traitement et l'accompagnement, les personnes vivant avec cette maladie se heurtent encore à la pesanteur sociale. Les lois, politiques et pratiques qui punissent, discriminent ou stigmatisent les personnes en raison de leur sexe, de leur appartenance à des populations clés ou à d'autres communautés marginalisées, entravent l'accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins du VIH. De même, les lois, politiques et pratiques qui entravent le travail des personnes fournissant des services vitaux en matière de VIH aux communautés touchées ou plaidant pour des réformes constituent de sérieux obstacles. Persistance de stigmatisation, discrimination et manque de reconnaissance sont une réalité que veulent éradiquer les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida. D'où le choix du thème de cette 36e journée mondiale de lutte contre la pandémie. Suivons les chemins de droit. Alors, pourquoi ce thème a été choisi? C'est que on a vu que les avancées en matière de lutte contre le VIH pour mettre fin à l'épidémie ont été obtenues surtout grâce à la mise en œuvre, mise en application de tout ce qui est droit de l'homme. Donc, la mise en œuvre des droits de l'homme et le respect, et en mettant le respect des droits de l'homme en tête, et maintenant la communauté au centre de la lutte, parce que toutes les composantes de la société doivent participer à la lutte contre le VIH. Donc ça permet d'engager des succès, et on se dit qu'en prenant le chemin des droits, nous sommes sûrs d'atteindre et de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030, comme l'ONU-SIDA l'a projeté.
Le VIH n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi et avant tout une question de droits humains. Chacun de nous doit avoir accès à l'information, à la prévention, aux soins et à un traitement respectueux de sa dignité. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et protégées en toutes circonstances. Elles ne doivent souffrir ni de stigmatisation, ni de discrimination, encore moins de marginalisation. En 2023, 36,9 millions de personnes ont été enregistrées comme porteuses du VIH. Depuis le début de la pandémie, près de 86 millions de personnes ont été infectées par le virus et 40,4 millions en sont décédées, soit près de 10 millions par décennie. Et dans cette édition, écho du 50e anniversaire du décès de Dada Rumalia Tokpo, direction Abomey donc. Les festivités marquant le cinquantenaire du décès du roi Rumalia Tokpo ont pris fin ce week-end par une célébration eucharistique. C'était au palais de Djimin sous les yeux de Pierrette Adayossi et Kandel Kapo. Prières, offrandes, chants et danses ont meublé la célébration. Durant sa vie terrestre, il s'efforçait de respecter toute femme et tout homme et prêter attention à quiconque était dans le besoin. Il était beaucoup préoccupé par l'unité des filles et des fils de la grande collectivité gbérançaise. Il organisait des rencontres de retrouvailles et de convivialité fraternelle, regroupant les descendants de la lignée en diaspora et ceux vivant sur place. On est heureux pour tout ce qu'on a vécu, la vivacité, comment les gens se sont pris, comment ils sont arrivés, comment ils ont aimé, comment ils nous ont posé des questions pour que nous puissions les aider, pour que nous soyons ensemble. Donc nous sommes heureux de dire que Dieu le Tout-Puissant et Dada Rumalia Tokpo nous a gardés. Ils nous ont permis d'aller loin et que Dada Gbéranzi est immortel. Pour nous, c'est un grand héros qu'il faut continuer à faire grandir. Aujourd'hui, on a compris que le roi du Dahomey est très croyant. Il a accordé les bénédictions royales à toute la population réunie, notamment à tous les dignitaires et aux dirigeants de ce pays, notamment le président Patrice Guillaume Talon et aux membres de son gouvernement. Ce qui nous marque et nous impressionne, on va dire le riche parcours de Sa Majesté, riche parcours qui reste encore pour les générations actuelles, pour notre génération, un exemple d'engagement, un exemple d'implication, un exemple de dévouement, un exemple de service à la collectivité, de service à la société. Démarré depuis le 23 novembre, les festivités se sont achevées ce week-end. Pour rappel, Dada Rumalia Tokpo Plegidi est le père de l'actuel roi d'Abomey, principal initiateur de cette commémoration. Et la petite virgule sportive de cette édition, retour sur les performances des sélections nationales scolaires U15 au tournoi UFOA B à Niamey. Finalistes sur les deux tableaux, les ambassadeurs béninois ont échoué à la porte de l'objectif final qu'est la qualification à la CAN de la catégorie. Une semaine après le retour au bercail des deux sélections béninoises, que retenir en termes de bilan? François Insou et Hospice Métoli. Niamey laisse un goût d'inachevé à la délégation béninoise présente au 3e championnat scolaire de football de la zone Ouest B. Habitués aux délices du Graal suprême, Guépard et Amazon scolaires devront se contenter de la médaille d'argent, synonyme d'absence à la prochaine phase continentale. Une première sur les deux tableaux depuis la création de cette compétition. Nous avons perdu, ça fait mal, mais c'est également le sport. Il faut savoir accepter les défaites et autant que les victoires. Surplanté par la Côte d'Ivoire et le Ghana, à une marche de réaliser le rêve de qualification à la CAN scolaire 2025, le staff de la sélection scolaire a les armes pour rebondir. La performance, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Il faut d'abord une bonne détection au niveau des jeunes talents. Après, il faut une préparation, que ce soit technique, mentale
psychologique des enfants, ce qu'on essaye de faire. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire, bras opérationnel de l'État, dans ce projet de reconstruction de la base de la pyramide du sport national depuis 8 ans bientôt, est au rebond. Cette édition, nous avons pris en compte les jeunes joueuses et jeunes joueurs qui ont participé à la phase nationale. Or, il pourrait en avoir au niveau communal, au niveau départemental. Donc, cette frange de la phase de nos championnats doit être prise en compte pour la sélection nationale. Deuxième chose, c'est la question des actes de naissance de nos enfants, la question du passeport. J'avoue que nous avons eu beaucoup de difficultés à avoir cette pièce maîtresse qui remplace d'ailleurs les licences au niveau de cette phase de zone. Quel est le niveau que je vais atteindre? Je vais être peut-être un Mbappé, je veux dépasser Mbappé. C'est maintenant, c'est pas demain. Et pour y arriver, c'est dans le travail. Le travail, la discipline et la rigueur en soi-même. C'est comme à l'école. Le premier jour, c'est la rentrée. Au final, on va nous dire qui passe en classe supérieure. Qu'est-ce que je fais pour passer en classe supérieure? Et arriver en classe supérieure, ça ne finit jamais. On continue. Ces sélections scolaires, fruits des classes sportives, font saliver les amoureux du football en général, des guépards et amazones en particulier. Voir des talents béninois qui s'exportent dans les grands championnats est le rêve de ces passionnés. Pour que cela se réalise, il ne faudra pas interrompre la dynamique. Ainsi s'achève donc cette première édition de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Mais tout de suite, on s'attarde quelque peu sur les nouvelles des journaux. Les informations relayées ce mercredi par les Canards. C'est tout de suite dans la revue des titres. Revue des titres que nous démarrons ce mercredi avec le quotidien Bénin Intelligent. Tout à fait, Bénin Intelligent à sa une aujourd'hui. Fédération des anciens enfants de troupes d'Afrique, l'excellence au service de l'intégration africaine. Le matinal consommation au Bénin, une hausse de 0,3% enregistrée en novembre 2024 seulement. Le mois de novembre 2024 a connu donc une légère hausse des prix au Bénin avec l'indice harmonisé des prix à la consommation atteignant 111 contre 110 en octobre, soit une augmentation de 0,3%. Coopération bilatérale, les Swatini et le Djibouti et le Bénin renforcent le multilatéralisme. Eswatini, Djibouti et le Bénin renforcent le multilatéralisme. Fraternité, éclairage public à Abomey-Calavi, le point noir des grandes réalisations. La mairie appelée à prendre ses responsabilités. La nation, réduction de la mortalité maternelle et néonatale, des équipements au profit du système sanitaire. Le meilleur. Élection à la présidence de l'Union africaine. Le Djibouti négocie le soutien du Bénin. Info matin, succession normale à Patrice Talon en 2026, la colistière, une option rangée au placard, point d'interrogation. Palmarès, dossier Frère Ronvi, la défense s'en remet à la Cour constitutionnelle. L'événement précis, le secrétaire général du HPC, Olivier Charles Bernardin à Tinéou, invité de Soulabre à Palabre. Le Bénin est sur une bonne voie dans la prévention de la corruption. Notre époque, opération de formalisation foncière à l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF, la plateforme e-foncier fonctionnelle dès le 1er janvier 2025. Au Sénégal, Sud Quotidien, rapport national 2024 sur le climat et le développement, alerte rouge de la Banque mondiale. Plus de 2 millions de Sénégalais pourraient sombrer dans la pauvreté d'ici 2050. 55% des ménages sous le seuil de la pauvreté d'ici 2050. Ce sont des chiffres que révèle le rapport de la Banque mondiale. Wakat Sira au Tchad, pourquoi ce début de retrait rapide de l'armée française? Ce que Tchad veut, la France le fait plus vite que prévu suite
à la dénonciation donc le 28 novembre dernier par N'Djamena des accords de coopération de défense et de sécurité qui liaient la France et le Tchad. L'armée française a initié sans tarder le retrait progressif de ses équipements et sans doute bientôt celui des hommes. C'est l'avis de Wakatsira depuis le Burkina Faso. Voilà pour les titres. La revue de presse dans un instant. Merci Marcel Rossi. On se retrouve donc dans un peu plus de 2 heures. C'est cela. Moins de 2 heures. Dans un peu moins de 2 heures, dans un peu plus d'1 heure. Voilà. Pour la revue de presse, ce sera avec les cours de 8h50 minutes. 5 sur 7 matin, on prend une courte pause. Le temps de revenir par ici pour, évidemment, la chronique économie de Alexandra Djotan, avec elle, on parle de création d'entreprise. À tout de suite. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. « 5 sur 7 matin, si vous avez déjà eu envie ou de créer votre entreprise, vous avez déjà eu une idée de génie que vous aimeriez transformer en entreprise, peut-être que vous avez même déjà franchi le pas, mais que vous vous sentez un peu perdu face aux démarches administratives et aux défis de la création, eh bien, dans cette émission, nous allons vous guider à travers les différentes étapes de la création d'une entreprise, de l'idée initiale à la formalisation de votre structure. Alexandra Djotan, bonjour. Bonjour mon Améga. Comment allez-vous? Super bien, merci. Cet examen, on parlera du parcours pour devenir entrepreneur au Bénin. Et pour l'exercice, nous avons invité sur ce plateau Ricardo Aguegui, entrepreneur de son état, que nous avons sorti matinalement de son OMM natal. Bonjour, monsieur Aguegui. Bonjour, madame Alessandra.
Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Oui. Bienvenue donc sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, sans plus tarder, dites-nous qui peut être entrepreneur. Qui est-ce qu'on peut appeler entrepreneur? Bon, n'importe qui peut être entrepreneur. Il suffit juste d'avoir une idée et d'avoir une vision et élaborer des stratégies pour résoudre un problème. Donc, l'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions à un problème bien défini. Donc, n'importe qui peut être entrepreneur. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a quand même pas un certain niveau d'éducation à avoir, un certain niveau de formation requis pour la chose? Oui et non. D'accord. On vous Parce que pour être entrepreneur, la belle preuve, vous aurez dû constater que la majorité des gens qui sont des vrais entrepreneurs dans ce monde, ils n'ont pas un grand niveau. Toutefois, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il est important que vous fassiez des formations pour réellement être compétitif sur le marché. Ces formations, c'est quoi? Une formation en gestion, en fonction de votre domaine, c'était la gestion d'entreprise. Bien que, même si vous devez recruter des gens, il faut que vous ayez une idée de ce que ces personnes-là vont faire. Donc, vous devez faire des formations. Également, dans votre domaine spécifique, si vous choisissez un domaine spécifique, vous devez vous former dans ce domaine pour réellement répondre à la demande en fonction de votre clientèle. Et également, vous devez vous faire former en matière de la fiscalité. Même si vous recrutez un comptable et que vous ne connaissez rien en fiscalité, votre comptable peut faire des erreurs, mais c'est vous qui endossez tout. Donc, vous devez aussi vous faire former dans la fiscalité. Vous devez vous faire former également dans le marketing. Comment évolue le marché? Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à qui peut être entrepreneur. Alors, je vous ai bien suivi. Vous avez dit qu'il faut partir d'une idée. Il faut que cette idée apporte une solution à la communauté. Oui. Ça, c'est le rôle de l'entreprise, ce que ça vient faire pour la communauté. Mais pour l'entrepreneur, quelle est l'idée ou bien quelle est la vision, le but derrière tout ça? Le but derrière tout ça, oui, il faut être personnellement intéressé. Ouais. Vous devez avoir une passion d'abord pour ce que vous faites. Et si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, dans l'objectif d'être votre propre chef, ou bien dans l'objectif de gagner beaucoup d'argent, là, du coup, au début, vous allez arrêter. Voilà, c'est maintenant les bonnes expressions sortent. Gagner beaucoup d'argent. Oui, gagner beaucoup d'argent, oui. Et je me réveille quand je veux. Et je suis mon propre chef. Je n'ai pas de patron, je n'ai pas de compte à rendre. Si c'est au départ, c'est cette idée que vous avez avant de vous lancer, ça veut dire que vous avez échoué. Oui, mais après, monsieur Aguigué, on ne va pas se mentir non plus, on n'a pas fait dans la fine bouche non plus. Oui. Je veux créer mon entreprise. L'idée première, je veux gagner de l'argent. C'est clair dans ma tête, je veux gagner de l'argent. Accessoirement, je peux régler un problème. Mais d'abord et avant tout, je veux gagner de l'argent. Donc, enfin, je ne comprends pas cette... Souvent, j'entends beaucoup de personnes dire si votre ambition, c'est de gagner de l'argent, c'est que vous allez échouer. Ouais. Non, moi, je veux gagner de l'argent et je vais réussir. Exactement. C'est ça. Vous voulez gagner de l'argent, vous allez réussir. Mais le problème, c'est quoi? Si très tôt, gagner de l'argent, c'est l'objectif premier. Et que ce n'est pas dans le temps. Ce qui est sûr, quand vous vous lancez sur un marché, vous êtes nouveau, ça ne peut pas prendre. Ce n'est pas de la magie, au fait. Justement, est-ce que cette motivation, ou du moins cette idée, cette ambition-là, ne va pas vous motiver davantage à faire prospérer votre entreprise? Oui, cette ambition va vous motiver davantage à faire prospérer votre entreprise. Mais si, en plus de cette ambition, ce n'est pas de solutionner, vous allez... dans l'optique d'avoir de l'argent, peut-être vendre de la mort aux consommateurs. Parce que pour vous, vous vous en foutez pas mal de la santé du consommateur, du bien-être de l'environnement, tout et tout. Parce que votre objectif, c'est de gagner de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, au-delà de gagner de l'argent, vous devez voir que, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça résout réellement un problème? Ça contribue à l'évolution de ma communauté. Donc, l'option gagner de l'argent, oui, il y en a, on crée l'entreprise pour gagner de l'argent, mais c'est dans le temps.
On va revenir à ces astuces que vous êtes déjà en train de livrer. Déjà, comment savoir que l'idée que nous avons choisi de développer est rentable? Merci. Et pour voir si l'idée que nous avons choisie est rentable, vous devez faire d'abord une étude du marché. L'étude du marché consiste à faire quoi? Vous voulez peut-être mettre un produit, je pense que c'est un produit agroalimentaire. Vous voyez déjà la tendance de l'utilisation de ce produit sur le marché. Maintenant, si vous voyez la tendance, si c'est un produit qui se consomme bien, ça voudra dire que c'est un marché qui est porteur. Ou bien vous voyez qu'il y a une situation, il y a une solution et personne n'y pense. Là, vous lancez l'idée aussi et vous testez. Vous devez d'abord tester votre marché avant réellement de mettre en place l'entreprise. Parce que si vous ne testez pas le marché, au finish, c'est le marché qui va définir si vous allez gagner de l'argent ou pas. Comment parce que ça ne sert à rien. Ce test, ce test, il y a plusieurs méthodes pour tester le marché. D'abord, vous commencez par des observations. Ça veut dire que vous observez déjà la concurrence. Parce qu'il y a des produits concurrents. Il y a les concurrents directs, il y a les concurrents indirects. Maintenant, vous observez ces différents produits. Maintenant, après cette étape, vous allez choisir des échantillons, c'est-à-dire la niche que vous voulez servir. Vous choisissez ces échantillons-là. Quand vous choisissez ces échantillons, vous faites un questionnaire pour voir leur tendance. Combien ils consomment si on leur propose votre produit que vous voulez mettre sur le marché, et est-ce qu'ils vont prendre, quelles sont les caractéristiques des projets et des produits ou bien des services. Je n'ai pas l'impression que la plupart du temps, ce travail-là se fait. Exactement, la plupart du temps, ce travail ne se fait pas. Je me suis jamais retrouvé comme échantillon. Exactement, ce travail ne se fait pas. Et c'est ça qui fait que la plupart de nos entreprises que nous créons meurent après 5 ans. Monsieur Aguigué, on va faire plus simple. Oui. Les meilleurs entrepreneurs, on ne va pas les chercher loin. Ce sont des personnes que nous côtoyons au quotidien. Ce sont des personnes qui peut-être n'ont pas n'ont pas un niveau d'instruction très élevé, mais qui à côté de nous ont fait fortune. C'était les fortunés du quartier, c'est eux qui ont réussi à construire de très belles maisons, malgré le fait qu'ils n'ont pas été à l'école. Même les femmes des marchés n'ont pas fait d'études de comptabilité, n'ont pas fait de mathématiques, mais plutôt ce sont les meilleurs comptables, ce sont elles qui gèrent bien leurs revenus. Vous remettez 50 000 francs à une vieille du village, elle va vous fructifier ce montant-là tout de suite. Oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train d'intellectualiser l'entrepreneuriat au point de nier, où on est presque dans une dénégation, on va dire, des talents innés, cachés de ces personnes que nous côtoyons au quotidien. Quand on parle d'échantillonnage, tout ça, oui, on veut bien, on entend bien, mais est-ce que pour quelqu'un qui n'est pas instruit, comment voulez-vous qu'il fasse cet échantillonnage? Il se met dans les rues à demander à tout va, est-ce que le produit si vous intéresse? Comment est-ce qu'on fait? Ok, merci beaucoup. Même ces personnes dont vous parlez là, ils font ce travail, mais ils ne se rendent pas compte que c'est ce travail qu'ils font. Parce que vous aurez dû constater que la plupart du temps, ils disent, dans leur communauté directe, ils disent, j'ai mis en place tel service, j'ai mis en place tel produit. Venez acheter, venez faire ça. Ça, c'est déjà de la communication de bouche à oreille. Maintenant, si la personne a un produit de qualité, ou bien il a une boutique dans le quartier, il devient une référence. Et c'est du bouche à oreille, il commence pas à en parler. Et sa communauté, cette bonne dame-là, même en place des stratégies. Et quel genre de stratégie? Par exemple, comme on est dans la période de fête maintenant, ils font des promotions. Mais c'est des comportements innés en eux, comme vous le dites. Ce sont des réflexes qui sont en eux. En fait, ce sont des réflexes qui ont plus tard été théorisés, qu'on essaie... dans les écoles de voilà. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et vous allez constater que c'est des gens qui font... Je prends par exemple l'exemple de Topa. Les bonnes dames qui sont là, ils font trop du chiffre, mais il y a des grandes entreprises, ils ont de beaux bâtiments, ils ont tout le personnel, mais ils ne parviennent pas à faire le chiffre que les bonnes dames font à Topa. C'est des stratégies que ces dames-là mettent en place. Elles n'ont pas fait la comptabilité, mais en matière de gestion, elles gèrent bien l'argent. Mais vous voyez un jeune entrepreneur, c'est ça que je vous disais au départ. La bonne dame, même avant de prendre un tissu, elle fait tous ces calculs là-dedans pour voir si je peux prendre le tissu par rapport à ce que j'ai gagné comme bénéfice. Mais nous, jeunes, quand on commence et on commence par avoir un peu d'argent, on a envie d'aller. On a envie de mélanger déjà. Oui, justement, on mélange déjà la poche de personnel à la poche de l'entreprise, ce qui conduit l'entreprise à la perte. Donc, ce qui est important, il faut qu'aujourd'hui, les gens se forment.
Et il y a beaucoup de formations qui va permettre à ce que vous ayez de bons outils Est-ce que vous atteignez aussi vos objectifs? Justement. Ok. Alors, Ricardo Agege, nous fonctionnons dans un pays avec des règles pour revenir au cadre réglementaire. Voilà, de l'entrepreneur en herbe à l'entrepreneur formalisé, quelles sont les étapes? Qu'est-ce qui se fait? Bon, de l'entrepreneur en herbe à l'entrepreneur formalisé, la première des choses, si vous avez un produit ou service, il faut tester ça pour voir si le marché c'est bon. Ensuite, vous allez voir quel type de profil d'entreprise vous voulez. Est-ce que c'est un établissement? Est-ce que c'est une société? Maintenant, vous allez vous rendre dans les centres de gestion pour pouvoir faire, par exemple, la pièce ou bien la CCIB, pour maintenant formaliser votre entreprise. Et si je vis quelque part, je sais pas, dans un village de Glazoué, la pièce n'y est pas, la CCIB n'y est pas non plus. Comment ça se passe? Bon, ils ont des antennes. Ils ont des antennes dans chaque département. Et même dans chaque département, ils ont des antennes et les gens peuvent vous orienter. Maintenant, après avoir fait cela, maintenant, vous formalisez l'entreprise. Quand vous formalisez l'entreprise, maintenant, au sein de votre entreprise, mais avant de faire tout ça là, vous êtes sûr d'abord que vous avez une bonne vision de votre entreprise. C'est-à-dire? Vous devez savoir là où vous allez. Parce que si vous créez l'entreprise et vous ne savez pas là où vous allez, votre objectif, ça vous serait compliqué. Parce que quand vous enregistrez, ça veut dire que la fiscalité est déjà là. C'est déjà une charge pour vous. Maintenant, si vous ne savez pas là où vous voulez aller, comment vous allez planifier alors pour ne pas être... pour que la fiscalité ne vous tienne pas la gorge, je sais pas. Donc, vous devez savoir là où vous allez. Mais la plupart du temps, on ne sait pas là où on va. On va même s'enregistrer, on ne sait pas si le statut d'établissement, mais si le statut de société ou bien si le statut de salle me convient. Vous ne faites pas beaucoup de chiffres et vous allez maintenant créer des salles. Mais ça va vous suffoquer déjà. Maintenant, vous venez juste de lancer un produit. Vous n'avez pas encore testé le produit. Vous ne savez pas si le marché va prendre le produit. Vous ne connaissez pas réellement vos concurrents. Maintenant, vous allez tout droit vous enregistrer, vous créez votre entreprise, vous avez votre registre de commerce. Maintenant, vous mettez en place, vous injectez même de l'argent dedans, dans les équipements, tout et tout. Vous recrutez même de la main-d'œuvre parce que vous avez des ressources au départ. Mais vous constatez que ça ne marche pas. Ça fait déjà des charges pour vous. Le personnel est là, il y a la fiscalité là. Donc, vous devez d'abord tester si réellement votre produit, ça doit prendre ou pas. Et donc, vous l'avez si bien dit, il faut avoir une vision. Exactement, il faut avoir une vision. Chiffrée. Il faut savoir ce qu'on met comme investissement de départ. Il faut également prévoir les frais de fonctionnement. Vous avez parlé du personnel, du fonctionnement des machines, peut-être le loyer, le local. Le loyer, tout ça là, vous devez chiffrer tout ça. Voilà, il faut chiffrer tout ça et savoir à l'avance si on a la force. C'est ça? Avant de s'engager. Oui, avant de s'engager. Mais cela ne devait pas constituer un frein. Certes, vous devez chiffrer tout ça. Là. Mais vous devez savoir que vous devez prendre les choses étape par étape. Étape par étape, ça voudra dire quoi? Par exemple, j'ai besoin d'un bâtiment en norme pour peut-être prendre l'autorisation par la suite. Je n'ai pas la capacité de construire. Je peux d'abord opter pour la location. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas la capacité de louer. Ma petite chambre peut constituer déjà un point de départ pour moi. J'ai besoin d'une boutique. Je n'ai pas la capacité de louer une boutique. Maintenant, avec les réseaux sociaux, l'Internet, je peux commencer déjà par commencer la visibilité. Donc, c'est à vous d'adapter la stratégie en fonction de votre niveau actuel. D'accord. Et donc, quand on en vient au fonctionnement, l'entreprise est créée. Elle a démarré ses activités, vous fonctionnez déjà normalement. Quelles sont vos astuces pour parvenir à l'atteinte des objectifs? Bon, les astuces à parvenir à l'atteinte des objectifs, vous devez faire une planification. Par exemple, on est en décembre 2024. Ça voudra dire que l'année 2025 peut commencer. Donc, vous devez déjà élaborer un plan d'action. Et en fonction de ces plans d'action-là, vous allez les échelonner. En fonction des trimestres ou bien du mois, et faire des activités. Maintenant, ça doit constituer une feuille de route pour vous. Et après avoir fait tout ceci, maintenant vous commencez par suivre. Est-ce que les actions que j'ai programmées, est-ce que je les ai atteintes ou pas?
Donc c'est comme ça que vous allez évoluer. Tant que vous n'avez pas ça, cela vous allez dire que vous allez évoluer à perte de vue. Alors la plupart du temps, à quelles difficultés est-ce que les entrepreneurs sont exposés? Quels sont les problèmes couramment rencontrés? Bon, on rencontre des problèmes partout, hein, dans tous les domaines de la vie entrepreneuriale. Vous pouvez rencontrer le problème au niveau de la concurrence, c'est-à-dire votre produit, il y a des concurrents. Peut-être vous êtes en train de vendre bien maintenant, il y a un produit concurrent qui vient sur le marché. Ça veut dire qu'il y a un challenge. Le personnel. Parfois, vous avez même les ressources, mais vous n'avez pas souvent des personnels qualifiés pour faire le travail. Les équipements. Il vous faut des équipements. Vous êtes à une capacité, peut-être, si je prends la production des jus, vous êtes peut-être à une capacité de 1 tonne. Maintenant, vous avez trouvé un marché, vous devez aller à une capacité de 5 à 20 tonnes, par exemple, pour une production. Ça vous dire que vous avez besoin des équipements. C'est un challenge. Le financement, le fonds de roulement. Comment vous devez avoir des ressources pour que l'entreprise tourne en plein régime. Parce qu'aujourd'hui, si je prends les produits agroalimentaires, la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? C'est des dépôts de vente que nous faisons. Mais si tu n'as pas un fonds de roulement consistant, tu ne peux pas être à la hauteur. Ça veut dire que quand tu produis, tu dois attendre d'abord que l'autre vende avant de vendre. Donc, il y a toutes ces difficultés. Il y a aussi les difficultés liées à la fiscalité. Parfois, tu ne fais pas de chiffres, mais tu dois rencontrer l'État. Il y a des exonérations fiscales pour les néo-entreprises. Exactement. Avec l'effort du gouvernement, il y a des centres de gestion agréés. Voilà aussi une chose. Vous devez aller chercher l'information. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette information. En principe, vous créez votre entreprise aujourd'hui, vous devez alors partir dans un centre de gestion agréé dans votre commune pour vous signaler. Et ces centres de gestion agréés vont vous accompagner dans la tenue de votre comptabilité. Et également, vous bénéficiez des exonérations. Parce que vous créez l'entreprise aujourd'hui, vous allez vous déclarer au niveau des centres de gestion agréés. Il paraît que vous êtes exonéré toute l'année. Il paraît que vous n'avez pas expérimenté. Je n'ai pas encore expérimenté. Il y a une exonération fiscale. Oui, il y a la première année ainsi que la deuxième année. En tout cas, il y a des exonérations. Mais il faut que vous fassiez d'abord cette démarche-là. Ok. Le réseautage aussi, cela ne sert-il pas à quelque chose? Le résultat, oui. Aujourd'hui, ça sert à beaucoup de choses. Parce que seul, vous ne pouvez pas faire long feu. Et c'est à travers le résultat que vous avez même des informations pour pouvoir postuler à des appels. Et également, les résultats aussi vous permettent de fédérer vos efforts pour faire des achats groupés. Les résultats également vous permettent de fédérer vos efforts pour faire des ventes groupées. D'accord. Donc voilà tous ces avantages. Une dernière question, quels sont les risques auxquels on est exposé en cas de mauvaise gestion de son entreprise? En cas de mauvaise gestion de votre entreprise, le risque, c'est que vous allez fermer. Vous n'avez pas fait non plus. Tout simplement. Oui, tout simplement. Alors, merci Ricardo Aguigué. Mon Amégan, c'est clair, hein, ne se hasarde pas en entrepreneuriat qui veut, mais qui peut, car c'est un véritable parcours de combattant. Et il est nécessaire, voire primordial, de s'entourer parfois de spécialistes de divers ordres pour pouvoir atteindre la réalisation des objectifs. Et ce n'est pas pour décourager, parce que ce numéro de la chronique économie, c'est plutôt dans le but d'éclairer les aspirants entrepreneurs sur les différents aspects dont ils doivent tenir compte en vue de réussir. Sans oublier que les coachs ne sont souvent pas si loin de nous que ça. Hein. Exactement. C'est peut-être la maman, la tante qui gère bien sa marchandise. Elle n'a peut-être pas un niveau intellectuel élevé, mais dans la pratique, elle a eu à expérimenter. C'est comme quand vous faites la FSA, la faculté des sciences agronomiques, que vous avez un oncle au village qui a son champ, qui marche bien, et vous refusez d'aller vers lui. Prétextant que... Puis il est rustique, qui n'a pas... je trouve ça, parfois, je trouve ça quand même assez con. Oui, c'est ce que j'ai dit. Des mentalités qui limitent... Oui, c'est ce que votre oncle au village qui a un grand champ, tout marche bien, il va bien, il vit bien dans sa ferme, cosy, tout tranquille. Mais vous refusez d'aller faire un stage chez lui, prétextant que non, il est au village. Alors que vous avez fait la faculté des sciences agronomiques, un télé ou machin. Il faut réussir à dépasser tout ça. C'est ça. C'est quand même assez déchirant et curieux. Merci Alexandra. C'est moi. Vous passez une excellente journée du mercredi et à très bientôt. Allez, tout de suite, nous allons recevoir le directeur des transports terrestres et aériens. Avec lui, on va parler de la suspension de Gozem, de Niango, et Gozem qui est appelé à se régulariser. De quoi s'agit-il? On en parle tout de suite.
Si vous êtes un habitué des véhicules de transport à chauffeur, notamment avec l'application Niango, vous avez sans doute déjà constaté qu'elle est en cessation d'activité depuis quelques jours. Injonction lui est faite par la direction des transports terrestres et aériens qui fait remarquer qu'elle exerce en toute illégalité. Pour comprendre le fond du dossier, nous sommes avec le directeur des transports terrestres et aériens. Il nous dira si oui ou non Niango est arrivé au Bénin par effraction. Mais attention, elle n'est pas la seule pointée à l'index. Gozem est aussi dans le viseur des pouvoirs publics. Que lui reproche-t-on? Jacques Ayadi, bonjour. Bonjour, bonjour, Imam. Alors, nous allons donc retrouver tout à l'heure le directeur des transports terrestres et aériens, le temps évidemment que tout soit mis en place. Jacques Ayadi, bonjour. Bonjour Imam, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour comprendre le fond de ce dossier qui circule dans les médias depuis quelques jours quand même. Qu'est-ce qui est reproché à Niango? Merci beaucoup. Vous avez dit que c'est le directeur des transports terrestres et aériens qui a suspendu Niango et donné un moratoire à Gozem. Ce n'est pas exactement cela. C'est le ministère en charge des transports au Bénin, par mes soins. À travers la direction. À travers la direction des transports terrestres et aériens qui a pris cette décision. Bon, l'objectif du ministère, ce n'est pas de dénoncer ce type d'activité, qui est une activité, une très bonne activité, qui rend des services importants. Je vous ai vu faire une émission tout à l'heure, j'ai suivi l'entrepreneuriat, tout ça, ça rend un service. Maintenant, on ne va pas se focaliser sur cet aspect positif et ignorer tous les autres aspects, notamment l'aspect sécuritaire. Donc, lorsque vous voulez faire une activité de ce genre dans un pays qui est en règle, vous devez vous mettre en règle. On doit mettre un visage sur ceux qui mènent de telles activités. Ce qui n'est pas le cas de Niango. Donc voilà pourquoi donc, le ministère a décidé donc, de leur demander, s'ils le souhaitent, de régulariser leur situation pour pouvoir continuer leur activité. D'accord. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est qu'une structure internationale de cette envergure, de cette trempe, exerce en toute illégalité dans un pays. On a du mal à se faire de cette idée-là, M. Ayadi. Oui, c'est parce que ce n'est pas normal que nous avons sifflé la fin de la récréation. Et je crois qu'ils ont pris ça positivement. Je pense que la directrice Afrique de Niango est dans nos murs. J'ai une séance de travail avec elle tout à l'heure, à 8h30, 9h, dans mes bureaux. Donc, il ne faudrait pas que nous continuions par taper. Mais l'objectif du gouvernement, c'est de leur demander de se régulariser. Est-ce à dire que quand Niango est arrivé au Bénin, Niango, la structure n'a mené aucune démarche auprès des autorités, c'est cela? Il suffit de lire la lettre que je leur ai envoyée, vous allez voir que c'est cela. C'est aucune formalité, ils ne sont pas connus, ils n'ont pas de siège, on ne peut pas savoir où aller les trouver, etc. Même les chauffeurs qui travaillent avec eux ne connaissent pas leurs responsables, tout, c'est pas bien. Alors, dans l'exercice, j'allais dire, de ce genre d'activité, quelle est la démarche normale qu'il faut mener? Oui, mais la démarche, je vais le dire. C'est pas... Dans le courrier, il y a une plateforme au niveau du ministère qui est le SIGFR, sur laquelle il faut s'inscrire. Il y a des pièces à fournir et tout, donc c'est normal. Même si vous avez une entreprise internationale et vous voulez exercer dans un pays où il faut quand même au moins créer une succursale. Il faut que les gens vous connaissent. Imaginez un instant que un de nos compatriotes prenne Niango et disparaisse. On ira voir qui. Donc ce qu'il faut faire, je leur dirai. On a remarqué que dans un pays voisin à côté de nous, la même structure a déjà eu des problèmes par le passé. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce cas? Bon, je ne vais pas parler d'autres pays. Je sais les pays dont vous parlez, mais l'objectif du Bénin, ce n'est pas de s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres pays.
c'est de faire en sorte que si une activité comme ça doit s'exercer dans notre pays, il faut que ça s'exerce dans les règles de l'art. Et c'est ce que nous attelons à faire. Il y a une autre structure qui exerce dans le même secteur, dans le même champ d'action, dans le même champ d'activité, notamment Gozem. Gozem n'est pas suspendu, mais appelé à se régulariser. Qu'est-ce qui est reproché à Gozem? La même chose, mais il faut, vous savez, comme tout évaluateur ou tout appréciateur, lorsque vous avez deux situations et l'une est meilleure à l'autre, il ne faut pas prendre les mêmes sanctions. Aujourd'hui, Gozem aussi n'a pas, à proprement parler, accompli des formalités. Mais la différence avec Gozem, c'est que si on a besoin d'eux, on sait là où il faut aller. Ils ont un siège connu, donc voilà pourquoi le ministère n'a pas voulu aller tout de suite à la suspension de Gozem, pour montrer que ce n'est pas l'activité qui gêne, mais c'est les conditions d'exercice de l'activité qu'il faut améliorer. Donc Gozem aujourd'hui a 60 jours à partir du 5 décembre 2024 pour régler sa situation. Et je dois aussi annoncer qu'eux aussi, ils sont dans de bonnes prédispositions. Ils ont annoncé leur arrivée au Bénin cette semaine. Donc je crois que d'ici à là, si tout se passe bien, nous allons rendre compte à qui de toi pour que s'il y a une nouvelle décision à prendre, que cette décision soit prise. Mais on a remarqué quand même que c'est une structure qui est implantée au Bénin depuis plusieurs années déjà. Ça fait plus de... J'ai connu Gozem déjà dans les années 2018, 2017, 2018. Ouais. Donc c'est une structure bien enracinée dans le quotidien des Béninois. Ouais. Comment est-ce que ça fait qu'une entreprise passe autant de temps sans se régulariser et c'est maintenant qu'elle est interpellée? Mieux vaut tard que jamais. Il a fallu que Yango vienne dans une situation pire pour que nous qui sommes responsabilités, on se rende compte que, bon, à côté, il y a également Gozem. Parce que quand la situation de Yango est arrivée et il faut prendre une décision par rapport à Yango, moi, j'ai voulu, dans la rigueur qui doit caractériser un travail du genre, j'ai voulu faire l'état des lieux. Et en faisant cet état des lieux, j'ai constaté qu'au niveau du ministère en charge des Transports, Gozem et Yango se retrouvent dans la même situation. Mais dans le pays, globalement, c'est que Gozem a une situation meilleure par rapport à Yango. Donc, il faut taper, mais il faut taper de façon proportionnelle à chacune de ces structures-là. Est-ce que vous avez eu des cas de plainte concernant ces opérateurs de transport? Et bien sûr, il y en a eu, mais l'objectif de cette émission, ce n'est pas de revenir sur... Enfin, je ne connais pas l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre, comme je l'ai annoncé, c'est de comprendre le fond du dossier. On a appris pantois la suspension de Yango, alors que dans l'imaginaire collectif, dans la conscience collective, c'est que ce sont des structures sans doute qui se sont déjà formalisées, puisque ça frappe dans le coin du bon sens, qu'avant de s'implanter dans un pays, à tout le moins, il faut mener les formalités, les démarches. Donc quand on apprend que des structures de cette nature-là n'ont mené aucune formalité, on est quand même un peu pantois, on se demande si l'information n'est peut-être pas travestie ou n'a pas été peut-être mal relayée et que c'est autre chose qui leur est reproché. De toutes les façons, la preuve par neuf que ce n'est pas un abus, la décision qui a été prise, c'est qu'ils ne sont pas venus vers vous pour réagir. Et puis je n'ai pas... au contraire, ce que j'observe chez ces deux opérateurs-là, c'est qu'ils sont dans une prédisposition, ils sont disposés à régler ils ont pris le problème très au sérieux. Je vous ai dit que la directrice Afrique est dans nos milieux depuis hier. J'ai une séance avec elle tout à l'heure. Et puis, Gozem aussi s'est annoncé pour cette semaine. Alors, il y a d'autres opérateurs qui interviennent, d'autres structures qui interviennent également dans ce genre d'activité. Au cas où, justement, elles voudraient venir au Bénin, quelles sont les démarches qu'elles devraient pouvoir mener? J'ai parlé dans ma lettre de la plateforme SIGFR. Donc, ils vont sur cette plateforme-là. Lorsque vous voulez mener des activités de transport au Bénin, il y a cette plateforme-là. Vous savez que tout est digitalisé presque au Bénin aujourd'hui. Donc vous allez sur la plateforme et vous faites votre dossier et puis vous aurez une suite. Et là, vous allez quand même exercer de façon
régulière. Et donc il y a les impôts, il y a le ministère du Commerce, il y a toute une administration qui s'occupe des entreprises. Vous venez d'en parler il y a un instant. Donc ils rentrent dans cette moule-là et ils finissent par le ministère en charge des transports pour avoir l'autorisation de transporter des personnes et des biens dans notre pays. Il y a une question de sécurité aussi. C'est surtout cela, surtout. Au-delà de toutes les autres questions, il y a notamment la question de sécurité. Parce que lorsque vous interrogez même s'agissant de Yango, lorsque vous interrogez les conducteurs, ils ne connaissent même pas leur employeur. Et je ne suis pas sûr, tel que les choses se passent, que ces conducteurs-là soient réellement formés pour le travail. Parce qu'on dit oui, nous avons fait des formations en ligne sur WhatsApp. Je pense que ça ne suffit pas pour transporter des vies humaines. Il faut que ça soit plus sérieux que ça, que les gens s'assurent de la qualité même des moyens de transport, parce que dans mes recherches, c'est que forcément, ce n'est pas Yango qui met les véhicules à disposition. La flotte. La flotte, c'est pas Yango. Vous avez votre véhicule, vous voulez arrondir votre fin du mois, vous pouvez aller vous inscrire, et puis bon, ils vont vous mettre dans la flotte et vous trouvez des courses. Donc il faut professionnaliser cela. Et je pense qu'on allons discuter tout ça avec eux. Alors pour ce qu'on a pu entendre de certains conducteurs qui travaillent pour ce genre de structure, parce qu'il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de devoir recourir à leur service pour telle ou telle autre course, quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'il y a le modèle où c'est la structure elle-même qui met le véhicule à disposition, ou comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes un particulier, vous avez envie d'arrondir votre fin du mois, vous allez vous inscrire sur la plateforme et vous payez un pourcentage, un quota donc, qui est dédié à l'entreprise et le reste est pour vous. Est-ce que ce modèle peut résister dans le temps, ou vous aurez souhaité que ce soit uniquement la structure qui met la flotte à disposition, sachant que le VTC, ce n'est pas le Bénin qui l'a inventé, et que c'est une structure qui existe personne pas. ne peut dire, je ne pense pas que l'objectif du gouvernement, du ministère en prenant cette décision, c'est d'imposer aux opérateurs d'avoir en propre 100% de moyens. Nous voyageons, nous allons un peu au-delà de nos frontières. On voit, je ne vais pas citer le nom d'opérateurs ici, mais vous pouvez avoir votre véhicule vous-même et être dans une flotte pour que l'opérateur vous trouve des courses. Mais il faut s'assurer que le véhicule qui est entré dans la flotte est un véhicule qui est en forme, qui a fait le contrôle technique, tout le système est normal, que le conducteur même est bien formé au respect du code de la route pour, in fine, s'assurer de la qualité de l'usager, du client de ces opérateurs-là. On retient M. Ayadi, finalement, qui a, on va dire, une négociation en cours pour trouver une porte de sortie à Yango, et qui a un moratoire qui est accordé à Gozem pour évidemment régulariser sa situation. C'est bien ça. De toutes les façons, j'ai eu des retours de ces deux opérateurs-là. Assez positif. Je ne les ai pas encore rencontrés. La première séance de travail aura lieu tout à l'heure dans mes bureaux avec Yango, et dans la semaine, certainement avec Gozem. Et notre souhait au niveau du ministère des Transports, c'est que tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, parce que c'est une activité qui est nécessaire pour la mobilité urbaine. Avec tout ce que le gouvernement fait pour améliorer les infrastructures de transport dans le pays, il faut que ces infrastructures-là puissent contribuer à une meilleure mobilité des personnes et des biens dans le pays. Et donc, des opérateurs du genre, ce n'est pas la peste, non, bien au contraire. Mais on va les amener à rentrer dans le moule de la réglementation dans notre pays. Très bien. Donc, c'est l'objectif. Jacques Ayadi, merci beaucoup. Merci à vous. J'aurais souhaité également que si vous avez la possibilité de les interroger, il faut les interroger, parce qu'il ne faut pas que ça soit seulement un fait de prince. Si c'est un abus que nous faisons, il faut quand même leur donner la parole pour qu'ils puissent dire, bon, nous avons fait ceci, mais pourtant il dit ça. Pour qu'on ne dise pas que, parce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, bon, elle a dit, elle est en train de supprimer des milliers d'emplois et tout ça.
Parce que c'est toujours des choses comme ça que nous disons dans le pays. Et c'est le jour où, autorité que vous êtes, vous ne prenez pas des décisions du genre et que le mal arrive, on va dire, mais ils étaient où, tout ça. Ben vous le faites, on dit que non. Nous sommes conscients que ces opérateurs règlent un problème. Rendent un service, d'abord la mobilité, et ça permet également à ceux qui sont dans ce type, dans ce secteur-là, d'avoir un emploi. Mais on ne va pas regarder seulement ça pour ignorer la sécurité des usagers. Donc, interrogez-les si vous avez la possibilité. Absolument, ça se fera. Évidemment, le but de notre démarche, c'est d'avoir la vraie version officielle, parce que depuis quelques jours, l'information circule sur les réseaux sociaux. On a souhaité avoir la voix autorisée pour expliquer le fond du dossier, pour que les téléspectateurs, les populations puissent comprendre ce dont il est question, parce qu'il y a beaucoup de spéculation dans l'opinion. Avec vous. Mais peut-être si Nyango avait un siège où moi je savais où aller leur remettre cette lettre-là, peut-être que ça ne serait pas sur la place publique. D'accord. Parce que j'ai fait fuiter, c'est ce que vous dites, non? C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Oui. En tout cas, ce qui est sur la lettre a fuité dans l'opinion. Voilà, pour que c'est le seul créneau ou bien le seul canal que j'avais à ma possession pour qu'ils sachent qu'il y a une décision comme ça qui est prise. Très bien. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée et une très bonne réunion à vous avec les opérateurs, les responsables de ces opérateurs de services de transport. On espère vous retrouver très prochainement par ici, pourquoi pas pour évoquer d'autres sujets d'intérêt pour la nation. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin à suivre dans les prochaines minutes. Le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Avec lui, on parle justement de ce mal qui gangrène la société. Mais avant, on s'intéresse à une convention historique qui a été adoptée par l'Organisation internationale du travail. C'était en juin 2019. C'est la C90. De quoi cela retourne? Rendez-vous tout de suite. La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet POSEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on ne cesse à chaque fois de leur répéter le pâturage naturel, qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. « 5 sur 7 matin, on vous parle d'une convention historique, disais-je, qui a été adoptée par l'Organisation internationale du travail, l'OIT. C'était en juin 2019, la C190. Elle est la toute première norme mondiale visant à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Cette convention novatrice couvre tous les travailleurs de tous les secteurs et est fortement axée sur la dimension genre, reconnaissant que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la violence et le harcèlement. Pour l'heure, le Bénin n'est pas encore signataire de cette convention, mais c'est sans doute
plus pour longtemps, puisque les organisations de la société civile mènent un plaidoyer dans ce sens. On fait le point des actions menées avec Aïcha Massadimi Amoussa. Elle est la présidente de la commission des femmes de COSI Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est un plaisir partagé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette convention C190 de l'OIT? Merci beaucoup. Vous venez de planter le décor en disant que c'est une convention qui a été votée, qui a été adoptée plutôt le 21 juin 2019 par l'OIT, qui est une organisation internationale du travail que nous connaissons tous. Et à l'OIT, c'est un milieu où les travailleurs, les entrepreneurs, les employeurs et le gouvernement se voient pour discuter de certains sujets. Et c'est comme ça que cette convention est née. Et c'est une convention qui prône l'aspect holistique en termes de lutte contre les violences basées sur le genre, y compris le harcèlement, en milieu du travail. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser, on va le dire, un bilan des actions menées par la COSI Bénin en partenariat avec la CNV internationale pour promouvoir la ratification de la C190 au Bénin? Quels ont été les moments forts de cette mobilisation jusqu'à présent? Merci beaucoup. Et la COSI Bénin, comme d'autres confédérations, est consciente que la ratification de cette convention va apporter du bien-être aux travailleurs béninois, que vous et moi nous sommes, et que beaucoup d'autres personnes sont d'ailleurs. Alors, depuis l'adoption de cette convention, la COSI Bénin a beaucoup travaillé. D'ailleurs, ça relève de... La plupart du temps, lorsqu'on parle des confédérations syndicales, les gens pensent plutôt à la revendication, à ce qui fait du bruit. Mais je peux vous dire que la COSI Bénin travaille beaucoup plus sur le social. D'accord. Et de ce fait, nous avons pris à bras le corps cette convention pour laquelle nous souhaitons que le Bénin ratifie. Depuis lors, nous faisons des plaidoyers, nous formons les militants, nous formons les leaders syndicaux à tous les niveaux. Nous formons la population en tenant compte de la définition et des acteurs que cette convention vise, notamment non seulement les travailleurs du monde de la fonction publique, mais aussi les travailleurs du monde informel. Il y a aussi, n'oublions pas, les apprentis, les stagiaires, toute la fourchette de ce que nous pouvons mettre dans ceux-là qui travaillent. D'accord. Alors, Madame Massadimi Amoussa, la convention C190 pour éliminer justement la violence et le harcèlement en milieu professionnel, détaillée de cette façon, on se rend compte que c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui fait que pour l'heure, le Bénin n'a pas encore franchi le pas? On s'imagine qu'en théorie, même les yeux fermés, on devrait pouvoir ratifier ça vite fait. Oui, bien sûr. Et la plupart du temps, quand les conventions sont adoptées, les pays font ce que nous appelons l'étude de conformité. C'est-à-dire qu'il faut adapter cette convention aux réalités du pays. Arrimer cela Voilà, et c'est tout un processus. Ce n'est pas comme avec un bâton magique que ça se fait. Et cette étude de conformité induit en quelque sorte beaucoup d'argent. Et il faudrait que le Bénin puisse apporter ce moyen et favoriser ou faciliter la chose. Mais à l'heure où je vous parle, je crois que nous avons déjà dépassé cette étape. L'étude de conformité est déjà faite et le dossier est déjà monté et le dossier avance quand même. C'est déjà au niveau du ministre du Travail. D'accord. Et c'est le lieu de remercier les autorités de la direction des normes qui ont beaucoup travaillé à ce propos et de remercier aussi le secrétaire général de la Confédération de la COSI aussi, qui a fait beaucoup de démarches vers
le ministère du Travail pour que la ratification de cette convention puisse avancer. C'est vrai que ça a l'air de traîner, mais ça avance quand même. D'accord. On peut dire que les obstacles sont levés? Bon, pas totalement, du moment où cette convention a été adoptée depuis 2019. Nous avons déjà fêté la 5 premières années depuis son adoption, mais nous en sommes encore, nous venons juste de franchir le pas de l'étude de conformité. Ça veut dire qu'il reste beaucoup à faire. Il faut monter le dossier, il faut que le ministre du Travail valide, il faut que le ministre de la Famille et de la promotion de la promotion de l'emploi puisse aussi valider, et que ce dossier puisse atterrir sur la table des députés, et qu'à leur tour, ils puissent faire le travail jusqu'à ce que ce soit ratifié. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Nous ne percevons pas cela comme des difficultés. Et ça fait son petit bonhomme de chemin, et nous avons l'espoir que d'ici là, le Bénin va se mettre au rang des pays qui l'ont déjà ratifié. D'accord. Alors, quelle est la mobilisation des parties prenantes autour de cette question? Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement, ou c'est resté entre le cercle de gens qui sont concernés par cette préoccupation? Non, bien sûr, il y a de l'engouement, et je crois qu'il y a même une volonté politique que nous saluons au passage. Et le Bénin, à travers son président, a fait beaucoup par rapport à l'avancement de la ratification de cette convention. D'ailleurs, que de façon sectionnée, beaucoup de choses se font. Nous avons vu la création de l'Institut national de la femme. C'est des choses qui, quand même, permettent à ce qu'on puisse avancer dans le dossier. Ça veut dire que et gouvernement, et travailleurs, et employeurs, tout le monde se mobilise quand même autour du sujet. Et nous avons des OSC qui aussi travaillent avec nous, qui sont fortement mobilisés lorsque nous parlons des violences basées sur le genre. Actuellement, c'est le concept le plus agité, vous le savez, des VBG. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes quand même sont conscients du fait que nous avons besoin de porter cette convention vers la ratification afin que le travailleur puisse désormais trouver un environnement de travail sain, exempt de violence et de harcèlement. Très bien. Vous arborez fièrement un chapeau, une casquette à l'effigie donc du CNV international. Est-ce que vous pouvez nous dire l'objectif de cette organisation? Oui, la CNV international est une organisation à l'international aussi, mais qui est un partenaire privilégié de la COSI Bénin. Ça veut dire qu'il travaille avec le Bénin en termes de ratification de conventions. Et particulièrement sur la convention 190, la CNV appuie fortement la COSI Bénin et d'autres partenaires d'ailleurs, pour que nous puissions en arriver à sa ratification. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux pouvoirs publics, aux personnes qui ont la décision, ces personnes qui peuvent faire bouger véritablement les lignes dans le sens donc, de la ratification de cette convention? Oui, je crois que beaucoup de pays ont déjà ratifié la convention 190. Et tel que nous sommes en train de le dire, c'est une convention qui, par sa définition, prône un monde de travail sans harcèlement, sans violence, et ce qui fait que le travailleur doit pouvoir retrouver tout son sens afin d'être beaucoup plus productif. Et lorsque le travailleur est productif, c'est l'entreprise qui gagne, c'est le pays qui gagne, puisque de plus en plus nous sommes en train de vouloir un Bénin développé et de façon inclusive. Ça veut dire que nous voulons que et les hommes et les femmes, y compris les handicapés, chacun y apporte du sien afin que le Bénin puisse aller vers un développement. Ça veut dire que forcément, chacun a un rôle à jouer. Et si nous devons jouer pleinement ce rôle, il faut que nos institutions, notre juridiction soient dotées d'instruments qui leur permettent quand même de faire du travail. Et c'est pour cela que cette convention est très importante pour non seulement les travailleurs que nous sommes, mais pour le
Bénin aussi, puisque nous voyons que de plus en plus le Bénin est en train de faire son petit Bénin de chemin vers un développement. Donc, nous lançons un vibrant appel aux autorités de ce pays pour que le Bénin puisse, comme les autres pays qui l'ont déjà fait, ratifier la Convention 190 afin d'être en uniformité avec l'OIT, qui est une organisation à laquelle le Bénin est affilié. Très bien. Madame Aïcha Massadimi Amoussa, merci. Merci beaucoup. Vous êtes la présidente de la commission des femmes COSI Bénin. On parlait donc de la ratification de la C190 de l'Organisation internationale du travail pour l'élimination de la violence et du harcèlement en milieu professionnel. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Bientôt. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion, comme je vous l'avais annoncé. On parle de corruption avec, bien sûr, des voix indiquées. À tout de suite pour le forum de discussion. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Réflexion ce matin sur la corruption. Elle reste et demeure un fléau, bien qu'elle soit décriée et qu'elle passe pour l'anti-valeur absolue. Elle demeure un fait de société à la peau dure. Elle empêche en effet le mérite de prévaloir et fait de l'argent à tout prix le principe structurant des relations humaines. Refuser la corruption aujourd'hui, c'est être perçu comme hors sol et prendre le risque de se voir mettre à l'écart, au placard. C'est être, je peux même dire, un imbécile qui marche sur la tête aussi parce que le prochain, le plus immédiat, lui, va l'accepter, en profiter, puis en faire profiter à sa famille et son clan. Le Bénin, à travers la volonté du pouvoir et la mise en place du Haut Commissariat à la prévention de la lutte contre la corruption, tente de changer la donne. Elle met l'accent sur la moralisation de la vie publique par l'éducation de toutes les couches, les plus jeunes surtout. Parviendra-t-elle? Dans quelle proportion? La société est-elle programmée pour comprendre cet enjeu? Nous menons la réflexion avec autour de la table Olivier Atinéou. Il est secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Bonjour et bienvenue. Monsieur Amigan, bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. En face de vous, ce matin, Francis Eloge Attadé, expert en gouvernance, doctorant en coaching des organisations. Bonjour et bienvenue, monsieur Attadé. Bonjour, Emma. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un plaisir également de vous recevoir. On sait que vous êtes dans une période pratiquement, enfin, je vais dire particulièrement très agitée pour vous, un peu compliquée aussi, parce que vous préparez votre soutenance de thèse qui aura lieu dans quelques jours. Dans quelques jours. Le 21 prochain. C'est exact. Du côté du campus, c'est bien cela? Mais oui, c'est à côté, c'est à Cotonou, c'est à l'Institut pontifical Jean-Paul II. D'accord. Vous soutenez donc une thèse en coaching des organisations? Sur la dynamique démocratique au sein de la CEDEAO et le coaching des structures de gouvernance au Bénin pour une résilience afrocentrique. D'accord, très bien. On sera à vos côtés pour bien évidemment vous soutenir, monsieur Attadé. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, on s'intéresse à la corruption. C'est que tout le monde en parle, tout le monde décrit cela, mais à la première occasion, c'est pas évident qu'on puisse dire non, monsieur Atinéou, lorsqu'on se retrouve en situation. On a l'impression qu'on fait tous les blancs-seings devant les caméras, devant les micros et devant la communauté. Alors qu'en réalité, au fond,
c'est pas si évident que ça de résister. Que pensez-vous, comment percevez-vous la corruption aujourd'hui au Bénin? Il n'y a pas, je vais le répéter, peut-être que je vais vous décevoir, il n'y a pas une particularité de la perception de la corruption au Bénin. Il faut voir la chose au-delà du Bénin. Il faut voir la chose en l'homme. Parce qu'il me faut rappeler cela, la corruption doit être considérée comme un trou noir qui absorbe l'énergie de la matière. C'est quoi cette matière? C'est la stabilité des institutions, c'est la bonne gouvernance, c'est une consolidation de l'état de droit. Et quand on part de là, on regarde l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qu'on constate? Écoutez, on n'était pas encore nés, hein. Peut-être qu'on n'avait jamais pensé même à nous sous d'autres cieux. Aristote, Thucydide, Platon, j'en passe, ont théorisé, ont pensé à la corruption comme étant un problème de santé mentale, c'est le mot exactement, santé mentale de la société. Donc, parler de la perception de la corruption au Bénin, c'est comme si... Alors, je reprécise un peu ma question. Je voudrais savoir si ces dernières années, la corruption au Bénin a progressé ou a régressé. Est-ce qu'on a des chiffres officiels dans ce sens? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été effectuées dans ce sens? Voilà le sens de la question. Bon, il y a bien sûr eu des documents en 2016, mais je ne suis pas un partisan en tant que scientifique, hein, ça c'est le docteur en droit et sciences politiques qui vous parle, je ne suis pas un partisan des modèles des comparables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde quelques données ici et là, et puis on va estimer ce qui se passe au Bénin. Je n'aime pas trop ça. Et puis, autre chose qu'il faut rappeler aux gens. Classifier, catégoriser un phénomène social comme la corruption, une pathologie comme la corruption, demande à la fois du temps et de l'argent. Pourquoi je le dis? Parce que les chiffres qui sont là actuellement, qui disent ce qu'est la corruption au Bénin, ce sont des chiffres qui ne sont pas produits suffisamment, correctement, exclusivement par les Béninois. Ce qui m'intéresse, c'est que le HCPC, avec d'autres acteurs, nous puissions mettre quelque chose en place sur 2025 pour véritablement flasher, comme on le dit, hein, avoir une cartographie juste de ce qui se passe dans notre pays. Donc, le mal existe, le mal peut-être va perdurer, mais nous allons y arriver collectivement. D'accord. Francis Euloge Attadé, ça fait plusieurs années qu'on parle de la lutte contre la corruption. On a expérimenté beaucoup, on va dire, de processus, de procédés pour parvenir à endiguer ce phénomène. On a connu la cellule de la moralisation de la vie publique, on a connu le FONAC, qui est devenu après la NLC. Aujourd'hui, on a le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Pour autant, est-ce que les mœurs ont changé? Vous avez dit dans votre introduction liminaire que la corruption a la peau dure. C'est exact. Et vous faites bien de rappeler historiquement la marche en 90-91. Au moment où le président Soglo est arrivé au pouvoir, il a décidé de faire rang-gorge, puisqu'il y avait eu des faits de corruption sous les 17 ans de gouvernance autoritaire du président Kérékou. Alors, de cette lutte, on en est venu en 96 à la cellule de moralisation de la vie publique, que le président Kérékou a bien voulu mettre en place et a nommé à la tête de cette cellule Feu Adjaï Sika, qui a fait une lutte sérieuse et efficace. Elle a failli perdre sa peau dans cette lutte. Vous savez que la corruption, ce n'est pas facile. Il faut d'abord féliciter les nouveaux acteurs du ACPC. Alors, vous savez qu'après Kérékou, le géniteur du changement et de la refondation, changement entre 2006 et 2011, refondation entre 2011 et 2016, a bien voulu lutter contre la corruption. Mais malgré le dispositif institutionnel qui était là, vous l'avez vu dans la rue, le 17 juillet 2007, le président Boni Yahi, en chemise blanche, s'est mis dans la rue pour faire une marche verte. Alors, les détracteurs, tout de suite, lui ont dit que, mais quand on va au feu tricolore et que le feu est ouvert, ça veut dire que le boulevard est ouvert. À la fin de son mandat, il a failli être englouti par la corruption. C'est en fait plein de scandales, barbarie économique. Bon, je crois que le président Talon n'a pas encore ouvert tous les dossiers. Vous avez vu le musée de la corruption. Finalement détruit. Bon, d'accord. Je ne veux pas mettre le coup dans la plaie, mais en 2016, quand le président Talon est venu, comme dans la gouvernance démocratique, la corruption est un défi, il fallait trouver la formule pour mettre en place des structures qui vont aider à endiguer le mal. Le chef de l'État, en 2016, le président Talon a mis en place le BAI, le Bureau d'analyse et d'investigation. En 2017, il a mis en place les UPS,
les unités présidentielles de suivi, pour améliorer qualitativement la gouvernance. Pour autant, alors Francis Lejatade, je ne vous interromps pas, pour autant, on a quand même connu des cas sous le régime du président Talon, des gens qui ont réussi à se faufiler dans le système pour évidemment commettre des délits financiers. On a connu le cas à la direction, je pense bien du Trésor, au ministère des Impôts, où quelqu'un a disparu avec 4 milliards, qui croupit aujourd'hui en prison, où les condamnations sont prononcées presque tous les jours à la criette, hors de micros et caméras, pour des questions de corruption. Malgré tout, on se rend compte que malgré le dispositif institutionnel, l'arsenal juridique et tout ce que font les pouvoirs publics, l'homme, l'individu, n'arrive pas à changer. La question de la corruption a toujours été une préoccupation de tous les gouvernants. Mais par quel bout il faut prendre ça? C'est le bout, en fait. Vous savez que Boni Yayi, il a d'abord mis en place l'IGE, l'Inspection générale d'État, qui avait dirigé feu Alidou Koussé. Par la suite, il a mis en place l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Mais le chef de l'État béninois actuel en exercice, Blanc Talon, a fait voter en 2020 la loi 2020-09 du 23 avril 2020 portant création, organisation, fonctionnement du ACPC, du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, parce qu'il a estimé qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation et sur l'éducation. Il faut niveler par le bas et aider les gens à développer l'éthique, l'intégrité, la responsabilité pour asseoir une gouvernance sur la transparence. Je crois que depuis 2018, quand il a mis en place la CRIET et les autres juridictions devaient être l'épée de Damoclès, suspendues au-dessus la tête des dirigeants, pour qu'ils aient peur de toucher. Il y a eu quelques... Il faut avouer que quand on interroge l'histoire de la corruption, de 91 à nos jours, on peut constater qu'il y a eu des avancées. Des avancées surtout sous le régime de la rupture. Parce que même s'il y a eu quelques mauvaises gestions, au niveau par exemple de l'ANAT et au niveau du service des impôts, vous parlez de Jeune Adouanon. Bien sûr. Bon, oui, mais il y a aussi Agbeva qui est mort. On peut parler de l'OPSU aussi. Oui, mais écoutez, pourquoi? C'est que le BAI, dans sa structure actuelle, devait aider le chef de l'État à atteindre ses objectifs en termes de résultats de performance. Mais la structure telle qu'elle est constituée, telle qu'elle est, a besoin encore d'être réformée. Parce qu'ils n'ont que 3 départements. D'accord. Le département appui, réforme et gouvernance, le département appui aux opérations, et le département qui fait l'appui et le suivi des programmes. Mais il faut revoir maintenant les départements sur les thématiques. On peut avoir justice, diplomatie. Il faut regrouper ça en 9 départements pour rendre plus efficace afin que le chef d'État puisse atteindre, puisqu'il a la volonté de lutter contre ce mal pour aider à une bonne gouvernance. Vous savez qu'il y a plusieurs structures qui accompagnent le Bénin. Et nous avons signé plusieurs conventions, que ce soit au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, et même le protocole de la CEDEAO. Donc cette question est une question préoccupante. D'accord. Donc le chef de l'État en a besoin parce que la corruption est une gangrène pour le développement. D'accord. C'est en cela que le HCPC qui est... On va en venir tout à l'heure aux missions du... est une belle initiative. On va en venir tout à l'heure aux missions du HCPC, mais avant, M. Atineo, pour le docteur en droit que vous êtes, quand on parle de droit, forcément on parle de sociologie, on va analyser le fait du point de vue social. On sait aujourd'hui que lorsque vous aspirez ou lorsque vous accédez à une fonction de gestion, à une haute fonction de gestion, vous êtes cadre supérieur, tout de suite la pression sociale est là. Vous avez les membres de votre famille qui viennent vous poser tous les problèmes. Vous avez les membres du village qui sont là, les membres de votre parti politique, vos camarades, vos anciens collègues. Tout le monde vous tombe dessus pour que vous puissiez régler leurs problèmes. Et donc clairement, dans la tête, on va dire, de tout le monde, lorsque vous accédez à une fonction, à une haute fonction, c'est le moment plus que jamais de vous en mettre plein les poches. C'est une assurance vie qu'on vient de vous concéder en vous conférant ce poste. Tant que la réflexion sera celle-là, est-ce qu'on est sorti de l'auberge? On va s'en sortir parce que lorsque vous dites ça, j'ai comme l'impression que tout de suite, on oublie ce qu'on appelle dans notre jargon la construction historique de l'État. La construction historique de l'État va avec l'évolution mentale, morale d'un individu. Hélas, je vais dire le petit problème des États en Afrique, nous sommes perfusés et tarabustés par une idéologie que nous ne fécondons pas. Je vais parler en termes simples. Nous suivons des modèles qui ne reçoivent, bon, je vais dire applicabilité, mais qui ne reçoivent pas application. C'est-à-dire qui ne nous permettent pas de faire avancer les choses. Pourquoi je vous dis ça?
Regardez le libéralisme économique. Regardez l'avènement du libéralisme économique et son prolongement. Allez, on va partir de 89, pour faire simple. Ce que nous constatons aujourd'hui, ce dont nous parlons, je demande aux gens, allez voyager un peu, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe au Canada? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Autriche, où j'étais récemment? Nous avons l'être humain dans un mal-être absolu. Et il se trouve qu'en Afrique, nous avons ce qu'on appelle en sociologie des pesanteurs sociaux traditionnels. Nous avons des pratiques représentationnelles qui configurent notre infrastructure mentale. Autrement dit, vous parlez de pression sociale, mais si ce fils du village ou cet enfant du quartier se refusait de s'adonner à une redistribution, parce qu'on estime que celui qui réussit a l'obligation de redistribuer ce qu'il gagne. Pourquoi? Parce qu'on estime que derrière cet enfant, il y a un investissement de la famille. Mais là, je vous posais la question, est-ce que vous avez la solution pour mettre fin à ça tout de suite? Je n'en sais rien. Bon. Pas tout de suite en tout cas. Moi, j'ai une approche. Il faudrait que collectivement, on puisse se demander qu'est-ce que nous nous imposons pour faire avancer notre nation. Parce que la nation, en termes de bande morphologique, bande sociale, morphologique, est une unité. Qu'est-ce que nous mettons dedans? Quels sont les organes? Tout à l'heure, mon frère Francis a proposé quelque chose, par exemple, en ce qui concerne le BAI. Oui, nous devons ensemble, dire ici c'est bon, ici c'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Que de chercher tout de suite à prendre ce qui existe ailleurs et de venir placarder pour parler des Béninois. Ce qui se passe au Bénin, ça se passe en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire se passe au Ghana, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, bref, moi qui ai étudié un peu l'Afrique subsaharienne dans mes travaux de recherche, je puis vous dire que le problème n'est pas un déficit même d'infrastructure mentale, c'est ce que nous faisons au quotidien avec notre infrastructure mentale. Il y a un décalage entre les intérêts individuels et l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y a comme une forme de, parfois, de superposition de l'intérêt individuel à l'intérêt général. Ici, il est royalement admis que, bon, puisque nous, comme à goût, je lui dis ça souvent, mais c'est d'une connerie, excusez-moi, c'est d'une connerie, c'est une bêtise mentale. Il ne faut pas se demander ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que individuellement nous pouvons faire pour accompagner les réformes, pour que le Bénin de demain, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, même, allez, exagérons, dans un siècle, après nous, on dit « Oh, M. Améga est passé par là ». C'est ça, moi, ma réflexion actuelle. Monsieur Atinéo, finalement, est-ce qu'on peut vraiment, quand on se pose la question, est-ce qu'on peut vraiment éradiquer la corruption? Parce qu'on a l'impression que, évidemment, si un individu X refuse, il y a un individu Y qui, lui, est prêt tout de suite. Et malheureusement, tant que ces individus Y vont exister, ce sera la roue qui tourne. Bon. Il y a un sociologue, je ne vais pas trop citer le nom, Pareto, qui a parlé de déviance. Durkheim a parlé de pathologie, d'anomie sociale. L'individu en lui-même est une mécanique. Et prenez votre moteur, lorsque ce moteur n'est pas entretenu, lorsque ce moteur a un défaut, le moteur entre en dysfonctionnement. Le dysfonctionnement peut venir de ce qu'est le moteur lui-même, défaut de fabrication ou un accident ponctuel. Mais qu'est-ce que l'individu est au sein de la société? L'individu est un corps qui fait corps pour faire société. Pourquoi je dis ça? Si nous parvenons à réduire ou à freiner, à bloquer la capacité de l'individu à aller à déviance, nous aurons réglé le problème. C'est pas seulement la corruption. Il y a d'autres, d'autres fléaux, d'autres maux qui gangrènent l'évolution d'un État. Regardez, je le dis souvent, mais les gens n'aiment pas trop ça. J'ai discuté entre collègues universitaires. Quand nous regardons aujourd'hui le fonctionnement de certains pays africains, on se dit, ouf, on a de l'espoir et ça va aller. Pourquoi je dis ça? Parce que certains, en France, je dis bien France parce que j'enseigne en France principalement, avaient tendance à comparer l'Afrique d'aujourd'hui, je vous dis même de 2024, à l'ancien régime français. Bon, je suis rentré, vous pouvez imaginer un peu, dans une colère, pour dire quoi? Pour dire qu'il faut soigner l'individu. Comment il faut soigner l'individu? Il y a l'intégrité, mais il y a aussi l'éthique, il y a ce qu'on s'impose à soi-même, la vertu. La vertu, c'est pas pour les moutons. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes encore en train de parler de « tu ne voleras point ». On nous a toujours dit, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école, mais les gens volent en défiant l'État. Et pire, c'est parce que celui qui doit donner l'exemple a volé, donc les autres se disent, si lui a pu le faire, nous allons le faire. Donc, on doit soigner l'individu. D'accord, très bien. Alors, Francis Lojatadé, puisqu'on parle de soigner l'individu, on parle de sociologie, on parle de philosophie, il y a
Rousseau, qu'on connaît tous, dans du contrat social qui, parlant de la démocratie, dit que, au regard donc, des principes prônés par la démocratie, que un tel mode de gouvernance n'appartient pas aux hommes. S'il y avait un gouvernement de Dieu, il le gouvernerait démocratiquement. Parce qu'au regard même des principes de la démocratie, je me rends compte que les hommes ne peuvent pas se conformer à ces exigences. Est-ce qu'il n'est pas de même pour notre rapport, par exemple, à l'argent? On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On sait que l'argent, c'est difficile de résister à l'argent. Tous les jours, on ne se ment pas. On quitte chez le soir le matin, pas spécialement parce qu'on a envie de venir s'asseoir ici et faire une émission, mais parce qu'on sait qu'à la fin du mois, on sera rémunéré, forcément. Quelque part, il y a une passion qui nous anime. Donc, tant que le rapport à l'argent ne sera pas inversé, est-ce qu'on a peut-être beau avoir créé HCPC, l'autorité de lutte contre la corruption, est-ce que le mal ne va pas demeurer dans le temps? Il faut éduquer, sensibiliser pour que nous puissions gagner notre vie honnêtement. Parce qu'en fait, le rapport entre l'argent, c'est normal. Si ce n'est pas un travail bien fait et que vous devez le rémunérer, c'est normal. Mais il s'agit ici de pratiques corruptives. Et la corruption, il y a aussi les blanchiments. Donc, on a vu que l'aspect du corrupteur qui met de l'argent et qui siphonne les fonds publics, mais il y a aussi des pratiques qui sont odieuses qu'il faut combattre. Et on ne peut le faire qu'à travers l'éducation. Vous savez, tout dépend d'abord de la volonté politique, mais aussi du leadership du chef de l'État. Et nous sommes heureux de constater qu'actuellement au Bénin, nous avons un chef d'État qui a un leadership fort, centré sur le courage et sur l'audace. Vous savez que le coup, à un moment donné, avait voulu lutter contre la corruption, mais il demande aux gens, si vous êtes prêts, je suis prêt. Il sait bien que les Bénins ne sont jamais prêts. Parce que quand vous allez interpeller quelqu'un, vous le mettrez dans la ligne de la détention, il doit des arbitrages pour que vous puissiez le sortir. Alors c'est pourquoi quelqu'un demandait, mais si vous êtes prêt, je suis prêt. Or, on constate que l'environnement aujourd'hui permet de punir. C'est l'impunité, en fait, qui fait pérenniser. Or, c'est une gangrène. Tout le monde est d'accord que ce n'est pas bien que les gens volent. Mais puisqu'on ne punit pas, les gens continuent de voler. Mais actuellement, il y a un dispositif qui permet... On punit et toujours les gens continuent de voler. Mais nous mobilisons les ressources. Pourquoi? Les ressources qui sont mobilisées aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Surtout, les ressources obtenues au niveau des institutions financières internationales, que sont le Fonds monétaire et la Banque mondiale, qui sont catalysatrices des financements des PTF, doivent être mieux gérées. Et les partenaires veulent s'assurer que les fonds mis à disposition sont mieux gérés. Donc, il faut lutter efficacement contre la corruption pour réussir à gagner en crédibilité. La corruption, par exemple, décrédibilise les institutions. C'est en cela qu'il faut aller à la résilience institutionnelle. C'est un défi. Et c'est un choix de gouvernance. D'accord. Je crois que ce que vous dites, on ne peut réussir qu'à travers l'éducation et la sensibilisation. Justement. La répression a donné ses limites. Parce que vous savez évidemment qu'aujourd'hui, au niveau des juridictions... Est-ce qu'on a assez réprimé? Mais nous avions fait au moment où... Certains vous diront, vous attrapez quelqu'un qui vole des milliards, foutez-le en prison pour 20 ans. Mais en 2020, non, c'est pas sur le tempérament. En 2020... Non, je dis ce que des propositions de certaines personnes. On a vu au Ghana, par exemple, le président Rawlings, au plus fort de l'exercice de son pouvoir, mener des actions fortes, peut-être en porte-à-faux avec les droits humains, où on a abattu des gens sur une plage, juste pour envoyer un signal. Comparaison n'est pas raison. On a demandé à quelqu'un quel est le meilleur régime. Il dit mais à quelle époque et pour quel peuple. Donc c'est en fonction du peuple et du contexte qu'on peut voter les lois. Aujourd'hui, nous avons un arsenal juridique très enrichi. Vous savez qu'en 2020, au moment où on prenait la loi 2020-09, il y a une loi qui a précédé la loi 2020-08 portant modernisation de l'appareil judiciaire pour accélérer les procédures au niveau de nos juridictions. Parce qu'en fait, les deux doivent être en tandem. Pendant qu'on sensibilise, il faut aussi réprimer pour éduquer à la bonne pratique, pour que l'intégrité, la responsabilité intègrent nos habitudes, pour que nous soyons capables désormais d'œuvrer efficacement pour le respect du bien commun. D'accord. Alors, Olivier Atinéo, justement, l'éducation, on a l'impression que c'est par ce bout-là que le HCPC est en train de prendre la lutte contre ce phénomène. On vous a vu sur divers théâtres cette semaine, notamment du côté du campus d'Abomey-Calavi avec les étudiants. Vous serez également avec les élèves dans toutes les communes disséminées de par le Bénin. Est-ce que vous pensez justement à votre âme et conscience que c'est justement cela la solution? Éduquer, on va dire injecter des valeurs dans la tête de ceux-là qui feront l'avenir demain. Vais-je dire même, c'est la seule solution efficace. Pourquoi? Je vais vous dire, je vais vous apporter une démonstration. Bon, l'école, quand on dit école, c'est la ritualisation des instructions. Bon, c'est un lieu de socialisation. Bon, comment avons-nous appris tous à articuler, à connaître
C'est vrai, il y a la famille, mais il y a aussi l'école. Imaginez un seul instant que nous procédions à une reconfiguration, à une nouvelle programmation de ce qu'est l'individu en société, comment il doit faire société avec l'autre au Bénin, comment l'individu doit articuler son altérité au Bénin, en injectant, en mettant au fond de la chose, intégrité. Mais les enfants, dans 10 ans, ceux par qui nous allons commencer, dans 10 ans, dans 20 ans, mais ils vont conjuguer autrement le bien public. Ils vont conjuguer autrement l'intérêt général. Et puis d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez posé la question au frère Francis concernant la démocratie, et ainsi de suite. Mais écoutez, peut-être que je vais vous surprendre. J'ai dit souvent aux gens, même à des amis avec qui j'ai discuté en France, j'ai dit, mais vous pensez que la France ou ailleurs, nous sommes en démocratie? Non, c'est de la catchacratie. Et pourquoi? Parce que les choses vont en titubant. Et puis, c'est la vie de toute structure, qu'elle soit physique, que ce soit une structure sociale, c'est parce que ça flotte, c'est en état de stationnarité qu'on arrive à trouver le bon bout de la stabilité. Soyons patients avec nous-mêmes, soyons vrais avec nous-mêmes, et puis restons, moi j'appelle ça dans la spiritualisation de l'âme. Chacun doit se dire au fond de lui-même, qu'est-ce que je peux apporter pour être encore meilleur, pour que les autres puissent en bénéficier. C'est ça la solution. Donc, je crois effectivement que l'éducation est la solution. D'accord. Quels sont, selon vous, les facteurs qui maintiennent la corruption dans les habitudes malgré le combat des pouvoirs publics? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes qui réagissent au quotidien sur le forum de discussion de 5 sur 7 matin. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Rodrigue Eman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Allez, la question du jour qui fait débat sur ce plateau, sinon le sujet qui fait débat sur ce plateau a été transposé sur les plateformes numériques. Qu'en disent les internautes? Effectivement, la question du jour a été adressée aux amis internautes, les téléspectateurs qui nous suivent sur les pages Facebook de 5 sur 7 matin, mais également de Bénin TV. Ils ont réagi massivement à cette question parce que c'est un phénomène de société qui touche tout le monde. Ils ont partagé, selon eux, les facteurs qui continuent de faire en sorte que la corruption résiste aux efforts des gouvernants. Ils ont également proposé des approches de solutions pour venir à bout de ce fléau. Ils ont été nombreux. Je commence par donner lecture des commentaires. Narcisse de Saron nous écrit que les facteurs qui maintiennent la corruption sont l'argent, les relations sexuelles, les relations familiales. Il faut une prise de conscience individuelle pour mettre fin à ce fléau, estime cet internaute qui s'interroge. Les lois existent, mais si nous qui devons les respecter, nous les violons, alors qui viendra les respecter, écrit Narcisse de Saron. Parfait Zinvoedo sur la même page Facebook de 5 sur 7 matin nous écrit que les agents profitant de la corruption s'opposent activement aux réformes afin de préserver leurs avantages. Par ailleurs, l'absence de sensibilisation des citoyens à leurs droits contribue à aggraver le phénomène. Pour y remédier, selon lui, l'État devrait renforcer les institutions judiciaires et les dispositifs de contrôle pour garantir leur efficacité, promouvoir la transparence dans l'ensemble des processus administrative et décisionnelle, sensibiliser et éduquer les citoyens, instaurer des sanctions dissuasives pour décourager les pratiques corruptives et enfin améliorer les conditions économiques et les rémunérations afin de limiter les incitations à adopter des comportements illégaux. Autre commentaire sur la question du jour, Métano Piclaver à Dao nous écrit que la corruption en termes simples, c'est vouloir quelque chose de financier ou non en contrepartie du service rendu, malgré que à la fin du mois, ce service même est déjà payé. Le comble, c'est dans le service public que cela est possible, jamais dans le privé. Si c'est constaté, cela peut coûter le poste à la personne. Dans ce qui maintient le fléau, selon lui, c'est le manque de système de surveillance, de contrôle et de sanctions. Isiakou Loya nous dit les facteurs qui maintiennent la corruption dans les habitudes malgré le combat des pouvoirs publics sont deux, le gain facile et l'ambition démesuré. On va prendre d'autres avis. Fabrice Sagbo Sossi nous dit « Je pense que plusieurs facteurs maintiennent la corruption dans nos habitudes. Parmi eux, on peut citer l'impunité, le manque d'éducation civique, la pauvreté et parfois même la complicité de certains acteurs publics. Il est crucial que chacun de nous, à son niveau, joue un rôle pour combattre ce
fléau en privilégiant l'intégrité et en dénonçant les actes de corruption. Hervé Makouya dit, malheureusement, moi je pense que c'est tout le modèle social qu'il faudrait revoir. Cela va peut-être prendre encore un siècle, je n'en sais rien. Martial Sonon nous écrit que c'est une question de mentalité. Aujourd'hui, on célèbre davantage le matériel et tout le monde s'échine pour amasser assez de biens matériels juste pour être célébré, quels que soient les moyens utilisés pour y parvenir. Les valeurs sont de plus en plus ignorées. On fait juste semblant de les célébrer. La sociologie et la psychologie sociale peuvent en dire long sur ce thème. Un changement de mentalité est nécessaire pour venir à bout du phénomène. Si vous permettez un dernier commentaire, Rodrigue Manamégan, il est signé Jean Dissouclounon qui nous dit la corruption est un fléau qui mine notre société. La lutte contre ce phénomène doit donc aller de pair avec le renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Il faut promouvoir l'éthique et une responsabilité collective qui nécessite la participation de toutes les couches sociales, donc qui sera gage d'une prévention à coup sûr pour une lutte efficace contre la corruption. 3 facteurs sont à prendre en compte. Il s'agit de la transparence, de l'intégrité et de la responsabilité, car la lutte contre la corruption est un combat de tous les temps, termine cet internaute. Voilà donc en résumé, parce qu'il y a beaucoup d'avis, ce que nos amis internautes ont dit sur le sujet. Merci beaucoup Maurice Tantan. On se rend compte que c'est un sujet qui fait vraiment débat sur Internet et qui suscite beaucoup d'intérêt de part et d'autre. Merci vraiment. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci également. Alors, monsieur Atindewou, il y a une certaine voix qui dit que les pouvoirs publics, eux aussi, doivent donner l'exemple à travers une déclaration de patrimoine, par exemple, pour ces personnes qui sont amenées à nous diriger, pour qu'on puisse voir clair dans leur patrimoine, afin de savoir s'il y a abus ou pas ou non. Donc, enfin, s'il y a abus ou non. Voilà. Tant que ça ne sera pas fait, c'est que l'État lui-même entretient un mythe autour de son train de vie. Bon, il y a un instrument juridique qui a été mis en place, c'est même encore récent, le 11 septembre. Je ne vais pas rappeler le numéro de décret parce qu'après on va me reprocher de toujours citer le numéro de décret. Bon, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est l'esprit. Désormais, c'est le cas. Vous avez obligation, la liste existe, vous avez l'obligation de procéder à une déclaration de patrimoine. Mais bon, moi j'aimerais encore ajouter, si il suffit simplement de déclarer quelque chose, est-ce que nous gagnerons le combat? Déclarer, c'est bien, mais contrôler, c'est encore mieux. Il faut contrôler, mais sur un temps, à mon avis, ça c'est mon avis, il faut contrôler sur un temps assez long. Pourquoi? Parce qu'on constate, et là, c'est le petit sociologue qui revient encore, que ce processus immoral de redistribution illicite et illégale du bien public, qu'est la corruption, peut commencer en 2024, mais les gens ont ce génie de cacher l'argent sur 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut les suivre. On les marque à la culotte. Et si on marque 1, 2, 3 personnes comme ça à la culotte, mais vous allez voir, ça va changer. Ils ont aujourd'hui l'obligation de le déclarer. Mais est-ce que ça va suffire? C'est la question que je me pose. Là, c'est le citoyen qui se pose cette question, personnellement. D'accord. Le HCPC est-il optimiste? Oh, mais bon, je suis plus que optimiste, je ne suis pas défaitiste. Bon, il est vrai que, comme les principes de Jakarta en 2012 l'ont rappelé, quand on parle de prévention de la corruption, de lutte contre la corruption, il faut à la fois des moyens, il faut des hommes et, allez, disons la chose clairement, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut de l'argent. Pourquoi? Parce que mettre en place un programme éducatif, ça coûte de l'argent. Le déployer sur tout le territoire, ça coûte de l'argent. C'est aussi simple. Donc, je reste optimiste, sinon je ne serai pas là. Alors, Francis Seleu-Jatadier, quel type de jeunes veut-on former pour lutter contre le phénomène ou pour résister au phénomène? Ceux-là même qu'on voit aujourd'hui capables d'aller sur Internet pour escroquer, ceux-là même qui veulent rien faire de leur vie et qui veulent avoir l'argent facilement, ceux-là même qui veulent entrer dans la politique juste parce qu'ils estiment que c'est un raccourci pour avoir l'argent. C'est sur ces jeunes qu'on veut compter. Je vais d'abord rappeler que M. Atindewou et moi avions des points de vue convergents sur la déclaration des biens. Ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir faire le contrôle et faire le suivi sur plusieurs années. Puisque vous savez évidemment que même la fraude fiscale, c'est un acte corruptif. C'est de la corruption. Et la corruption, quand vous rendez un service à quelqu'un et vous êtes payé pour le service et vous voulez encore des pourboires, c'est aussi de la corruption. Donc il faut aller à l'éducation pour former. C'est indispensable. Bon, maintenant, c'est que le problème que vous posez, c'est une thématique
préoccupante, c'est une préoccupation, ce n'est pas seulement le Bénin, hein, c'est le monde entier qui vit ça. On ne peut réussir qu'à travers l'éducation. On ne peut réussir qu'en créant les meilleures conditions. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de perdre une génération? Non, pas du tout. Ne soyez pas pessimiste. Moi, je suis aussi plus optimiste que Satidéo. Je crois qu'en fait, il y a un pas. Nous faisons de petits pas dans la bonne direction. Et il faut saluer ça, il faut encourager. Il faut aussi encourager le mérite. Au-delà, évidemment, des distinctions, il faut trouver les mécanismes pour mettre en place une politique nationale de promotion du mérite. Ça va aider à combattre, à réussir cette lutte. Très bien. Francis Lojatadé, expert en gouvernance, doctorant en coaching des organisations. Merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin. Olivier Atineo, secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, le HCPC. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin également, mener la réflexion avec nous. On sait que c'est une réflexion de tous les instants et un combat de tous les jours. On ne cessera d'en parler pour attirer l'attention des citoyens, mais aussi des pouvoirs publics. Vous passez, messieurs, une excellente journée du mercredi et à très bientôt. Merci, belle journée à vous. Merci. Dernière escale de 5 sur 7 matin, la revue de presse de Marcel Arrossi. Pour la présidentielle 2026, Marcel, l'option Chabi Talata est-elle rangée? C'est une interrogation. Nous sommes au Bénin à un carrefour politique crucial, rappelle aujourd'hui Info Matin. Alors que le contexte demeure empreint d'incertitude quant à la succession de Patrice Talon, actuellement président de la République, plusieurs sont ces spéculations qui vont bon train. Les membres du camp présidentiel, bien que solidaires, semblent réservés sur leurs ambitions respectives, une situation qui crée une tension palpable, constate Info Matin. Dans ce contexte, il ne sera pas anodin d'occulter la candidature de l'actuelle vice-présidente Mariam Chabi Talata comme figure de proue, ou alors la colistière de Patrice Talon en 2021 est déjà une option rangée au placard. C'est la grande question que pose ce jour le journal. Sinon, le quotidien, selon le quotidien, elle pourrait apporter une nouvelle dynamique, redonnant espoir à de nombreux électeurs en quête d'une gouvernance inclusive et réactive aux enjeux sociétaux. Ayant fait ses preuves en tant que femme politique impliquée dans le succès de la réélection de Patrice Talon, elle jouit d'une image positive auprès de l'électorat, selon Info Matin. Son parcours politique et son engagement envers les réformes qu'elle a soutenues durant ces 4 dernières années témoignent de ses capacités à prendre les rênes du pays, semble croire le journal. Et puis à Abomey Calavi, Marcel Arrossi, fraternité met l'accent ou dénonce, j'allais même dire, un gros point noir. Ce journal vient déplorer la déficience en matière d'éclairage public à Abomey Calavi, aussi bien sur les artères principales que sur les pistes. La plupart des lampadaires sont hors d'usage ou presque inexistants et les risques d'accidents et d'insécurité deviennent de plus en plus grandissants, constate le journal, alors même que Abomey Calavi s'apparente désormais à un véritable QG industriel et commercial, le plus important du pays, où les gros jeux d'intérêt seront manifestés. Le journal Fraternité voudrait, pour exemple, de projets en cours et achevés qui changent systématiquement le statut de la commune en termes administratifs et économiques. La zone économique et spéciale de Glodigbe, la cité administrative, le marché de gros, les logements sociaux, le projet asphaltage, le centre hospitalier international de Calavi. Face à cette situation, la mairie d'Abomey Calavi doit saisir la balle au bond pour marquer d'un saut cette métamorphose qui s'opère sur son territoire, estime Fraternité. La fameuse conception d'État-providence, selon le quotidien, est désuète et Angelo Arwandinou et ses collaborateurs peuvent faire de l'éclairage public dans la commune la priorité des priorités pour 2025. Cela réduirait, espère Fraternité, considérablement les risques d'insécurité et créerait un climat de confiance dans le rang des opérateurs économiques. Et pour finir, Marcel, une des grandes voix de la presse sportive
sportive au Bénin, FSP. Félix Sondé Pépéripé, à nouveau distingué. FSP, comme il se fait appeler bien souvent, a eu droit à un hommage mérité selon le confrère de la matinée. Et ceci à l'occasion de la Coupe de l'excellence de Wushu organisée dimanche dernier par la Fédération béninoise de Wushu. Félix Sondé Pépéripé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est par ailleurs ceinture noire, 7e dan de karaté et expert en arts martiaux, voudrait rappeler le confrère de la matinée. Merci beaucoup Marcel Arrossi. C'est moi. Et voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin de ce mercredi 11 décembre 2024. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Timothée Ontondi. Merci à toute la grosse équipe derrière là-bas. Je pense à Stanislas Tonakba, à François Issou, à Arnaud Tosset, bien évidemment, à Hermone Ayasoun. Retrouvez demain la dame qui sera aux commandes, Rachida Biomoment. Quant à moi, on se retrouve lundi quand il sera à 13 exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mercredi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.